si vous entendez quelques brouhahas, c'est que le public de la conférence de Sylvia Nagasinski est en train d'entrer et de remplir le haut de l'auditorium ici. Il y a eu un petit chevauchement des deux conférences. Pas conférence, ceci n'est pas une conférence, c'est une performance. Bon, pourquoi Jean-Philippe Collard est-il là? Pour deux raisons. La première est que je l'aime beaucoup depuis longtemps, que nous sommes amis, qu'il est déjà venu aux Idées mènent le monde, que c'est un très grand pianiste et que je trouve que les Idées mènent le monde n'auraient pas de sens si on reste uniquement dans le verbal et le littéraire. Ici, nous nous sommes efforcés de croiser les expériences. Vous avez entendu au cours des années des médecins, des psychanalystes, des historiens, des philosophes, des romanciers, des comédiens, des metteurs en scène et des musiciens. Et pourquoi était-il pour moi absolument impossible d'imaginer la séquence de cette année sans musiciens? Parce que si l'on se pose la question « en quoi croire encore ?», je ne connais qu'un seul domaine qui n'est pas soumis à la mise en cause, à la critique, à la destruction, à l'offensive, à la polémique, c'est la musique. Comme si ce langage universel était aussi une créance universelle. Quelque chose en quoi, et alors c'est particulièrement vrai dans les sociétés où nous sommes, quelque chose en quoi, aussi divers que nous soyons, nous mettons notre confiance. Et c'est suffisamment rare, ça n'existe pas. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de vérité scientifique ou médicale qui soit ainsi à l'abri de la vague critique. La musique, oui. Et plus on avance, plus la musique joue ce rôle de lien de confiance entre nous tous. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont la musique spontanée, naturelle, qui ont grandi là-dedans. Et Jean-Philippe sait très bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, en particulier, ça n'est pas mon cas. Et donc j'ai pensé que quelqu'un qui est un aussi grand musicien et qui aime autant la musique que Jean-Philippe Collard avait des choses à nous dire à tous sur la musique qu'il aime et ce qu'il aime dans la musique. Alors, on a parlé 32 secondes, à peu près. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai dit « On va mettre un piano, tu auras un micro et tu vas nous guider dans ce que tu aimes le plus de la musique et dans la musique. » Jean-Philippe Collard. Bonsoir à tous. Et merci François pour ces mots qui résument à peu près tout, qui me laissent un peu sans voix, tant ils sont bien exprimés et qu'ils sont exactement dans le droit fil de ce que nous, les musiciens, pensons à propos de notre art. Je vais passer cette soirée en votre compagnie, vous qui êtes indispensables à la réception de la musique et donc à son épanouissement. La musique se joue avec trois personnages, en fait. Elle se joue d'abord avec les compositeurs. S'ils n'étaient pas là, nous ne serions pas là non plus. Les interprètes, je suis obligé de le concéder. Et le public qui attend, qui écoute et qui forme la troisième partie de ce triangle magique et dans lequel on va trouver quantité d'émotions, je vais y revenir, on va trouver de quoi réfléchir, être en introspection ou au contraire développer son imaginaire. C'est tout un monde qui s'ouvre lorsqu'on prend la peine de se tenir tranquille, assis, et qu'on se dit que quelque part des sons vont émerger
qui vont rentrer dans vos oreilles, dans vos esprits, et qui vont, qui sait, changer un petit peu la couleur de la journée. Avant toute chose, je vais devoir m'appliquer rapidement à vous dire pourquoi je suis ici en compagnie de la musique, pourquoi je suis en face de ce grand piano de concert. En réalité, c'est une affaire de famille. Quand j'étais tout petit, j'ai des souvenirs d'avoir été en quelque sorte incubé par la musique, tant mes parents, mes grands-parents étaient des amateurs passionnés, des amateurs dans le bon sens du terme, qui pratiquaient la musique en dehors de leurs heures de travail et qui se réunissaient chaque week-end pour former un duo, un trio, un quatuor. Et dans mes plus jeunes années, j'entendais plus que je n'écoutais, mais toute cette musique me rentrait à l'intérieur. Et puis la radio commençait à diffuser des concerts, ça a commencé à m'intéresser, les applaudissements. Je me souviens de concerts à 17h45 le dimanche après-midi où des associations symphoniques parisiennes jouaient en direct avec des très grands solistes. J'ai commencé à être émoustillé par ce qu'elle procurait, ce qu'elle voulait dire et la correspondance qu'il y avait entre ma réflexion et ce qui s'écoulait d'une manière si naturelle. Puis, comme de coutume, dans ma famille, tout le monde a eu droit à la partie exercice. On s'est mis au piano, on a fait des gammes, on a obéi aux ordres de maman d'abord, d'un professeur ensuite, et les choses se sont enchaînées d'une manière plutôt souriante. Mais en tout cas, c'est vous dire que dès le début, et peut-être même avant le début, j'étais complètement imprégné de ce matériel qui va m'accompagner toute ma vie et qui m'a rendu si heureux. Alors, les choses ont décidé pour moi d'une certaine manière, puisque quand j'étais petit, rien ne me prédestinait à monter sur scène et à embarquer des œuvres du grand répertoire pour aller les jouer sur tous les continents. Il s'est trouvé qu'il y a eu un enchaînement de circonstances et que je pourrais dire d'une certaine manière que la musique m'a pris la main un beau jour. Alors, est-ce l'attrait de, comment dirais-je, de ce piano qui délivre des harmonies qui coulent, qui sont parfois puissantes ou au contraire qui sont très tendres, et peut-être que ce compagnonnage me plaisait déjà beaucoup. Est-ce que c'était aussi, peut-être vers l'âge de 10 ou 12 ans, cette impression de se sentir autrement que les autres, de recueillir dans des auditions d'élèves quelques applaudissements, des compliments à m'en faire rosir? Est-ce que c'était au contraire un amour véritable et comme une espèce de passion qui n'attend que la maturité pour se déclencher? Je ne le sais pas encore, mais probablement que ma volonté a fléchi et qu'elle n'a pas voulu, entamer la carrière de mes frères et sœurs, par exemple aller en pension, ça j'étais bien content d'y échapper, ou au contraire faire des études dans une école de football ou apprendre la pâtisserie. Je me souviens que c'était des choses que j'avais envie de faire quand j'étais enfant. Peu à peu, la musique s'est inscrite là. J'ai eu de la chance. Mes parents m'ont aidé, m'ont pas poussé, mais ont aidé, ont mis tous les moyens à ma disposition. Je suis rentré au conservatoire très jeune à Paris. Et puis là, les études se sont succédées, pas très, pas très épanouissantes. L'adolescence, ce sont des années un peu noires, sans vraiment d'ambiance d'étudiant au conservatoire. Il faut travailler seul. C'est un peu le mot qui résume aussi la dimension de ce métier, c'est la grande solitude qui s'en empare. Parce que je suis toujours confronté à mon instrument, je parle à mon instrument me répond, mais ça, plusieurs heures par jour. Et il y a un côté parfois un peu abrutissant, mais surtout qui conduit à une espèce de dialogue sans fin, puisque l'art de l'interprétation, tel que j'essaye de l'exprimer, est d'une difficulté considérable en ceci que rien n'est précis, rien n'est exact, que vous savez que l'horizon va forcément, à mesure que vous essayez de marcher vers lui, il va s'échapper et vous ne trouverez jamais la vérité. Donc, à mon âge avancé, je ne fais encore que des suggestions. Je ne suis encore que quelqu'un qui suggère des types d'interprétations ou des couleurs orchestrales à mon piano ou qui va faire des avancées pour essayer de vous transmettre la beauté de la musique. Je suis là comme un passeur.
J'essaye de le faire, tant bien que mal, au fil des années, au travers de certains répertoires que j'aime ou au contraire qui ne me sont pas familiers et que j'essaye de travailler pour compléter mon savoir. Et puis je vis cette vie avec cette musique pour compagnonne. Je dis souvent que je suis un peu en concubinage avec elle, et parfois même au détriment d'autres activités plus naturelles. En réalité, je puise dans la force de cet élément musical, de quoi être, disons, fréquentable, c'est-à-dire d'avoir ma part d'engagement, ma part de responsabilité dans cette vie. Je ne suis pas isolé comme un moine. Grâce à la musique, j'arrive à m'exprimer. Si je n'avais pas la musique, je ne sais pas si je serais arrivé là. François rappelait tout à l'heure qu'on se connaissait depuis très longtemps. J'ai caressé parfois les rêves d'une carrière politique. C'est dire, non pas que j'avais foi en la politique, ce serait bien prétentieux de ma part, mais en tout cas que je recherchais toujours des éléments de partage pour essayer de sortir de moi-même, essayer de communiquer aux autres. Ça m'a toujours habité d'une manière très profonde. Alors ce soir, pour essayer de croiser les thèmes qui fleurissent pendant ces 3 journées merveilleuses qui vous sont offertes, proposées, j'ai choisi un répertoire que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui m'a paru s'appliquer de manière évidente à la question qui est posée sur toutes les affiches de la ville, en quoi croire encore? Alors la musique, c'est une réponse un peu courte, mais au travers de la musique, j'ai quelques suggestions que je voudrais vous faire partager. Il s'agit d'une œuvre d'un compositeur espagnol qui n'est pas très connu, qui s'appelle Enrique Granados, qui a vécu au tournant des 19e et 20e siècles. C'était avant tout un pianiste extraordinaire pour les quelques témoignages qui nous restent, c'est-à-dire des enregistrements sur le piano à rouleau. On considère que cet homme était un immense virtuose, qu'il avait une facilité, notamment dans toutes ces grandes volutes musicales qui consistent à brasser l'espace et à faire sonner le piano comme on rêve tous de le faire. Granados était sans doute un champion et il avait des moyens physiques considérables. Mais jusque-là, son activité de compositeur s'était résumée à quelques petites pièces de genre, notamment traduites au travers du folklore espagnol. C'était ravissant, c'était très joli, elles existent encore, on peut les trouver au magasin du coin, mais elles ne font pas office de chef-d'œuvre dans la littérature. Puis soudain, à peu près au milieu de sa courte existence, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure elle a été très courte, il a reçu un véritable choc en regardant la peinture de Francesco Goya. Et ça a été comme une sorte de déclencheur. C'est-à-dire que d'un coup, son univers s'est démultiplié totalement et il a écrit un recueil magnifique de 6 pièces, on pourrait dire un peu à la manière de Goya. C'est-à-dire qu'il a fait un peu de peinture avec la musique, il a fait, oui, je dis, de la musique avec la peinture qu'il voyait. Il peignait en quelque sorte. Il repeignait la peinture de Goya avec ses moyens de pianiste. Et il a pondu, si vous me permettez l'expression, un véritable chef-d'œuvre qui se déroule donc en 6 épisodes, qui est une œuvre très longue, dont je ne jouerai pas l'intégrale, bien entendu, et qui se veut évoquer d'abord les 2 personnages majeurs de la peinture de Goya, à savoir un jeune homme et une jeune femme qui naturellement vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et il raconte des épisodes de la vie quotidienne. C'est-à-dire il suscite chez l'auditeur, autant qu'il a été lui-même sollicité, il suscite l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il donne un fil, il donne un guide, des petites histoires qu'il met en exergue de sa musique, mais qui permettent une grande liberté d'appréciation. Alors la première pièce que je vais vous jouer, je vais d'abord vous dire que cet homme a eu un destin tragique, et vous allez voir dans quelles conditions. Ça se passait en 1916. Et Granados rentrait de New York avec sa femme. Il avait été donné une tournée de concert là-bas. Il se trouvait dans un bateau entre Douvres et Calais. Et ce bateau a été atteint par une torpille de l'armée allemande. Et le bateau a coulé, tout le monde était dans l'eau. Et il a réussi, par miracle, à se raccrocher à un objet qui flottait, puis à remonter dans le bateau. Puis il s'est inquiété de savoir où était sa femme. Il a regardé l'horizon. Et il a vu sa femme à quelques encablures qui se débattait, qui essayait de ne pas se noyer. Il a immédiatement plongé pour essayer d'aller la secourir. Malheureusement, les 2 ont péri dans cet accident dramatique. Donc sa carrière a été interrompue.
Et au fil de cette vie très très fugace, il a laissé la trace d'un coloriste, de quelqu'un qui a pris du piano une dimension tout à fait spéciale, qui lui est complètement particulière. Il s'est inspiré naturellement de son pays d'origine, mais pour ne pas trop fréquenter quand même la facilité des espagnolades, comme vous pouvez les imaginer, simplement au travers du folklore, au travers de chansons, des populaires. Il a une musique qui est d'une grande beauté. Alors le premier épisode que je vais vous jouer ce soir, il s'appelle tout simplement Conversation à la fenêtre, c'est-à-dire on peut imaginer, allons-y, qu'il met en scène des gens de tous les jours qui, d'un balcon à l'autre, font un petit peu le bilan de la journée et s'adressent la parole, parlent, se réunissent, partagent, s'unissent, font des relations, bref, pratiquent un art de vivre qui s'apparente à la civilité. Et s'il y a bien un thème qui doit s'échapper ici, de ces 3 jours de merveille, c'est bien le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il est traduit dans les mesures que je vais vous jouer maintenant. Je vous remercie.
Voilà, la musique ne vit que si elle est partagée, si les auditeurs sont là pour l'appréhender et peut-être même la goûter, sait-on jamais. Il se passe un phénomène extraordinaire quand on est en disposition comme ça de commencer un concert. Il y a énormément de travail derrière. Il y a une préparation, comme vous pouvez vous en douter, intensive, des heures de travail mécanique, mais aussi des heures de réflexion pendant ces longs voyages transatlantiques, cette mise en mémoire de la musique, cette conception de l'interprétation. Mais tout ça est fait en petit comité, tout ça est fait dans la petite intimité de votre salle de travail. Et puis tout d'un coup, les projecteurs, des ombres, une caméra, et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe à l'intérieur de l'individu une chose incroyable, c'est que les acteurs le disent souvent, ils ont tout oublié avant de rentrer sur scène. Ils n'ont plus la même conscience de ce qu'ils ont appris. Ils se disent, pourvu qu'il ne m'arrive rien, pourvu que je ne sois pas sujet à un trou de mémoire, pourvu que je ne fourche pas sur une gamme ou une double croche. Et où va mon chemin? Ça commence comment? Comment ça se termine? Combien de temps ça va durer? Tout redevient un néant. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes là et que vous donnez à la musique une dimension tellement particulière. Vous êtes là avec votre capacité d'écoute tendue vers ce qui sort du piano, pas nécessairement sur la personne de l'interprète, mais sur ce qui va vous nourrir, sur ce qui va couler dans vos veines. Et puis moi, par ailleurs, je suis là en essayant de donner le meilleur, parce que vous êtes venu ici pour le meilleur et pas pour la médiocrité. Alors il se passe un univers absolument incroyable. On est comme sur une sorte de nuage qui peut conduire à une élévation de l'esprit telle, une surdomination de l'œuvre qu'on est en train de jouer, mais qui vous fait perdre la conscience de la mécanique toute simple, c'est-à-dire du doigt posé sur la touche au bon moment, au bon endroit. Et c'est une affaire de contrôle, mais pas que de contrôle, parce que si tout est contrôlé, vous n'aurez pas l'émotion nécessaire. Donc il faut essayer de basculer entre la définition pratique de tout ce qui va s'écouler de vous et le lâcher-prise qui est en quelque sorte le don que vous faites juste qui va dépasser le bord de la scène. Je ne sais pas pourquoi j'en arrive à ces considérations, mais simplement pour mettre la musique au centre et dire que sans vous, ça ne peut pas exister. Sans le piano non plus. Voici maintenant un air de fête, parce que la fête, c'est une chose totalement nécessaire à notre société. On est tellement tendu aujourd'hui, on est tellement dans son business, on est tellement là comme ça à protéger ses petits acquis. Et la fête donne une libération, la fête donne du rythme à son corps, elle donne là aussi dans l'imaginaire plein d'images extraordinaires, de détente, de connaissance de l'autre, dans la danse. Voilà un fandango, petite pièce joyeuse, mais avec toute la noblesse de l'Espagne cachée derrière.
C'est peut-être parce que l'Espagne est tout près que ça donne des ailes à la musique. Voici un troisième épisode dont le caractère est tout à fait différent, vous allez le voir, puisqu'on rentre, j'allais dire, dans le vif du sujet, et les deux héros de Goya, le jeune homme et la jeune femme, vont naturellement avoir une histoire d'amour, et le piano va essayer de traduire ces élans de tendresse. Et cet épisode met en scène cette jeune fille qui va, au soir de la journée, se confier à elle-même et songer à tous les sentiments qu'elle éprouve pour son fiancé. Et elle va le faire chez elle, avec une fenêtre ouverte, et soudain, c'est le personnage du rossignol qui va venir faire un petit tour dans ses pensées et qui, au fil de l'œuvre, va se mettre à siffler, à chanter, à lui répondre. Et c'est ce dialogue que Granados a voulu traduire. Vous allez voir que le sentiment amoureux domine l'ensemble de cette pièce et que cette jeune fille, à la fin, laisse le rossignol s'exprimer et le remercie d'une certaine manière de lui donner autant de bonheur.
On voit ici la puissance de la musique quand il s'agit de traduire des émotions les plus intimes. Au fond, cette jeune fille, elle se confie à la musique d'une certaine manière, elle dit son amour de sa manière à elle, discrète, tendre et tout ça, puis ce rossignol qui vient sans doute peut-être l'écouter ou je ne sais quoi, participer à sa joie, à son bonheur. Voilà, pour finir, je voudrais évoquer la dernière page que j'ai prévu de jouer ce soir pour traduire, comment dirais-je, quelque chose qui semble s'évaporer un peu dans nos sociétés contemporaines. Peut-être serez-vous surpris d'entendre ce que je vais dire au point que vous avez le droit de réfuter totalement, mais d'abord la musique a inspiré cette réflexion et ensuite c'est une vraie tendance que je crois qui s'exprime, qui s'élargit. J'ai parlé du repli sur soi tout à l'heure, je voudrais dire combien il nous manque peut-être aujourd'hui dans certaines catégories de circonstances, un art qui s'appelle celui de la joie de vivre et celui de la liberté. J'ai l'impression qu'on s'enferme un petit peu sur nous-mêmes, qu'on n'ouvre pas suffisamment les yeux et sur les autres et sur la géographie du monde et sa manière de tourner. Les égoïsmes reviennent en cavalcade. C'est pas trop le truc de la musique, vous l'avez compris. Et c'est pas le truc du tout de la partition que je vais jouer maintenant. Je vous remercie d'avoir procédé à l'écoute, sans laquelle, je le répète, rien ne serait possible. Je vous souhaite une bonne soirée.